Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'actualité et de décryptage d'AXA France. Comment le numérique peut-il révolutionner la santé ? Si la promesse d'une santé connectée n'est pas nouvelle, on voit bien aujourd'hui à quel point les choses avancent assez lentement et pourtant le potentiel est bien là entre l'accès aux soins, le gain d'autonomie pour les patients, le gain d'efficacité pour les médecins et au final, probablement une meilleure santé pour tous. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui avance ? On en parle aujourd'hui avec un Français pionnier des objets connectés de santé, c'est le fondateur de WeThings. Bonjour Eric Carrel. Bonjour Cédric. Alors, vous avez lancé WeThings il y a une douzaine d'années. On vous a d'abord connu pour la première balance connectée, ça c'était en 2009. Beaucoup d'autres choses depuis. Surtout, et c'est pour ça qu'on a voulu que vous soyez avec nous aujourd'hui, au-delà des objets connectés proprement dit, c'est dans le potentiel des données qu'ils produisent que vous semblez croire dur comme fer depuis le début. Oui, alors peut-être pas depuis le début parce que finalement l'implication profonde de WeThings dans la santé a mis du temps. On est parti dans ce concept d'objets connectés et puis c'est nos utilisateurs qui nous ont fait prendre conscience de l'importance pour eux de ces données. Pour mémoire, on avait fait une entreprise avant qui avait fait des Livebox, qui avait livré des millions de Livebox et de gateways un peu partout dans le monde. Jamais un utilisateur nous avait écrit en disant « tu m'as changé la vie ». Et après avoir poussé quelques personnes, on a eu des personnes qui nous ont écrit « tu m'as changé la vie ». Et on a essayé de comprendre pourquoi, ce qui n'était pas évident pour nous. C'était le fait que ces données soient présentes sous une forme plus compréhensible, avec une courbe, une évolution et toujours accessible à travers le smartphone dans la poche, finalement permettait à des personnes, au niveau de leur poids, de tenir un objectif, ce qu'elles ne savaient pas faire avec tous les régimes qu'elles avaient essayés avant. Et c'est de fil en aiguille que d'autres personnes sont venues nous voir en disant « mais pourquoi vous ne feriez pas un tensiomètre ?» On a fait un tensiomètre connecté. Et là, on a pris conscience d'une deuxième chose qu'on n'avait complètement pas vue, c'est que même sur le capital santé, qui est le capital qui est le plus important de notre vie, on peut tricher avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous prenez un hypertendu, il y a un certain nombre d'hypertendus avec qui le médecin dit « achète un tensiomètre ». Ils vont en acheter, ils vont les premières semaines faire les choses très sérieusement et puis après ils vont oublier de prendre les mesures. Et quand ils vont avoir leur rendez-vous avec leur médecin, ils vont dire faut que je marque des petits trucs sur mon petit carnet, sinon je vais me faire engueuler, ou sinon il y a mon conjoint qui va m'engueuler. Et donc ils inventent des mesures, ou quand ils ont une mesure qui est mauvaise, parfois ils la notent pas. Et ces personnes nous ont dit en fait finalement avec un objet connecté, les données sont directement inscrites dans ma courbe, je ne peux pas les modifier. Je peux en rajouter manuellement, mais celles qui sont inscrites, je ne peux pas les modifier. Et en fait, je ne triche plus avec moi-même et ça me fait du bien, ça me soulage. Et ça, c'est très, très intéressant parce que finalement, c'est se rendre plus transparent avec soi-même, s'unifier plus simplement à son corps et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Alors, quand on parle de santé connectée en général, évidemment, les objets qui vont nous permettre de connecter nos données de santé sont, j'ai envie de dire, un bloc de l'édifice, c'est une des briques. Mais en revanche, les données sont quelque chose de central. Alors, il y a une étude récente qui disait que, par exemple, 3 Français sur 4 sont aujourd'hui prêts à communiquer par des canaux numériques de manière plus ou moins automatisée avec leurs praticiens, avec leurs professionnels de santé habituels. Et que de l'autre côté des praticiens, 81% des médecins sont, eux, bien convaincus des bienfaits de l'e-santé pour la qualité des soins. Alors, pourtant, vous le dites aussi, on est aujourd'hui qu'aux prémices de ce que la santé connectée peut nous apporter. Mais dans cette phrase, c'est qui le « nous » ? C'est le patient, c'est le médecin, c'est le secteur de la santé en général ? Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que effectivement le patient prend conscience que la santé se passe dans sa vie quotidienne et pas uniquement quand il est dans le cabinet médical. Pour caricaturer un peu, l'histoire a inventé une médecine d'urgence qui est juste extraordinaire. Aller dans un hôpital pour avoir une chirurgie d'urgence, une opération profonde, on fait des choses juste incroyables. Par contre, là où on est très très en retard, c'est sur l'accompagnement. Alors, c'est sur l'accompagnement en prévention, sur l'accompagnement en soins parce que on est déjà malade ou parce qu'on est en régime post-opératoire. Et là-dessus, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps parce que historiquement, le corps médical n'est pas connecté à notre vie quotidienne. Le corps médical s'occupe de nous quand on est entre ses mains. Entre ses mains, ça veut dire je suis dans le cabinet du médecin ou je suis à l'hôpital. Et cette connectivité qui permet de créer une relation en permanence, les médecins ne sont pas prêts et les patients ne l'étaient pas forcément. Et nous, fabricants de matériel, n'avions pas forcément les bons instruments. Parce que, juste, je fais une petite parenthèse là-dessus, il faut avoir des instruments spécifiques. Il faut avoir des instruments qui sont
non invasif. Je ne vais pas demander à quelqu'un chez lui de faire une prise de sang tous les jours ou de faire une analyse d'urine compliquée tous les jours. Et donc, il faut savoir comment je peux percevoir la santé ou l'évolution de la santé du patient sur un certain nombre de verticales particulières sans lui demander de faire des manipulations compliquées. Et c'est tout le travail de WeFix. Ensuite, effectivement, ces données, il faut que le patient accepte de les partager. Ça a beaucoup évolué. Je ne connaissais pas ce chiffre pour la France, mais je suis très heureux de l'entendre parce qu'on était assez loin de ça il n'y a pas très longtemps. Ce qui est très positif, c'est qu'en fait, les gens qui sont malades sont beaucoup plus prêts que les autres à partager leurs données de santé parce que mes données de santé, c'est important pour moi et ça révèle moins de ma vie privée que mettre mes photos de ma rencontre du week-end sur Facebook. En tout cas, le bénéfice est beaucoup plus immédiat. Et puis, ça évite en plus de faire des allers-retours dans un labo ou dans un cabinet médical. Et même plus que ça, il y a maintenant cette éthique de partage des données qui permet que partager mes données va m'offrir la possibilité de participer à la science de demain. Et donc ça, c'est quelque chose qui commence à vraiment prendre corps. Et alors par contre, là où c'est un peu plus compliqué, c'est le lien avec le corps médical, parce que il faut que le corps médical ait du temps pour ça. Il faut que la responsabilité soit clairement établie, où sa responsabilité commence, où elle s'arrête. Et là, je dois dire qu'il y a encore énormément de travail. Aujourd'hui, les médecins particulièrement en France, sont des personnes qui sont surchargées souvent. Il faut mettre au clair tout cet aspect assurantiel pour le médecin, c'est-à-dire si je reçois une donnée qui est quelque part dans mon ordinateur, mais que je n'ai pas pris en compte cette donnée, qui est responsable? Le médecin, il ne peut pas être 24 heures sur 24 en train de regarder des données. Donc il y a un certain nombre d'évolutions encore à travailler. Alors on le voit évidemment, ça améliore le recueil des données des patients, ça leur donne aussi plus d'autonomie pour gérer, sinon une maladie, du moins leur santé sur le long cours. Mais c'est vrai qu'on bute sur des choses, on le voit bien, je ne sais pas combien de temps il a fallu pour que le dossier médical personnel se mette en place chez nous, et encore, j'ai l'impression qu'on en est encore qu'au début, c'est-à-dire que si vous allez faire un examen dans un hôpital A, puis que vous allez faire une consultation dans un hôpital B, il n'est pas du tout évident que l'hôpital B ait accès à vos résultats, etc., etc. Ça veut dire que là aussi, sur la communication de la donnée, il se pose pas mal de questions. Je disais dans une interview que selon vous, la France, ouvrez les guillemets, est le pays dans lequel l'accès à la santé connectée est le plus compliqué. À quoi est-ce qu'on doit ce prix ? Alors, je pense qu'il y a déjà une affaire culturelle, c'est-à-dire que moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine technologique, je m'aperçois que la France est toujours l'un des derniers pays à adopter une rupture technologique. Mais par contre, quand elle l'adopte, elle y va à fond, ce qui est assez surprenant, ce qui nous amène à des chiffres assez curieux. Par exemple, le moteur de recherche de Google est celui qui est utilisé avec le plus grand pourcentage en France, alors que d'autres pays comme les États-Unis, où il y a une répartition un peu plus large avec d'autres moteurs. Et ça a toujours été vrai ici, et donc ça participe au fait que quand une opportunité nouvelle en technologie arrive, il y a toujours cette suspicion où on regarde d'abord le risque. Et on sait bien que dans toute l'évolution, depuis que l'homme existe, toute évolution est une médaille à deux côtés avec des opportunités et des risques. Et c'est la gestion des risques qui nous permet de profiter pleinement des opportunités, mais il faut d'abord s'intéresser aux opportunités, sinon on laisse les autres le faire à notre place. Donc il y a ce point-là. Ensuite, il y a le fait que d'un point de vue assurantiel, 80% de nos coûts de santé sont gérés par la Caisse nationale d'assurance maladie, ce qui a des aspects absolument extraordinaires, et on est dans un des pays qui offre le soin accessible à tous, et ça c'est génial. Par contre, du coup, les process de décision ne sont jamais mis en concurrence, c'est-à-dire qu'il faut absolument convaincre l'organisme unique qui est la CNAM et la Haute Autorité de Santé de l'intérêt de choses, et la capacité qu'a notre pays à organiser des essais, entre guillemets, à prototyper, etc., elle est très très lente comparée à d'autres pays. Et donc c'est probablement ce qui nous amène à cette condition aujourd'hui. Alors, moi franchement, je suis plus optimiste que jamais parce que le Covid, en fait, a été un accélérateur absolument extraordinaire. Pour mémoire, l'application Covidom, qui a utilisé la PHP et un certain nombre d'autres hôpitaux ensuite, a été créée très rapidement. Il y a eu un certain nombre de barrières à passer, mais il y avait une telle pression derrière le mur que finalement on a abattu le mur. Et là, on travaille sur un certain nombre de projets en France
qui vont se développer assez rapidement dans cette dynamique-là. Et les gens qui ont compris que c'était absolument essentiel d'aller dans cette direction-là utilisent cette dynamique en disant voilà, une fois que la roue est lancée, on continue de l'accélérer et surtout on n'attend pas qu'elle se remette à l'état d'arrêt. Ça illustre ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est un pays qui adopte un petit peu plus lentement que les autres, mais plus massivement une fois qu'on a passé le haut de la colline. Oui, probablement aussi. Là, je dois dire que le Covid était quand même une expérience un peu particulière, hein. Tous les pays ont avancé dans ce sens un peu partout dans le monde. On le voit en fait, ce que redéfinit la santé connectée, c'est pas juste une amélioration de l'existant, vous le disiez, c'est-à-dire que à partir du moment où tout à coup on est tous producteurs de données de santé au travers, je sais pas, ne serait-ce que de son activité physique et du reste, ça pose la question de qui administre cette santé, c'est-à-dire que on passe d'un modèle curatif à un modèle préventif sur le long terme et ça change totalement le rapport tant à la santé en général qu'à son médecin ou à ce genre de choses, mais du coup, la question se repose de la circulation de ces données. Je voyais dans une même étude, 41% des Français ont des doutes sur la sécurisation des données médicales numériques. Une fois qu'on a dit ça, on met le doigt sur des choses qui sont de l'ordre de la crainte, mais sans arriver à pointer exactement là où on peut résoudre ces craintes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est par l'exemple, c'est par l'exemple des bénéfices immédiats de ce genre de choses qu'on arrive à surmonter ces craintes. Oui, moi je crois. Il y a ces deux aspects. Il y a la prévention et le côté curatif. La prévention, c'est finalement plus compliqué parce que les gens ne sont pas encore dans une attente absolument forte d'être accompagnés sur leur santé. On se dit tous, oui, il faut faire de la prévention, c'est mieux de détecter des variations qui sont pas bonnes avant que je sois vraiment malade. Mais au fond, voilà, c'est partie des choses un peu molles. Alors que quand on est malade, eh bien, les patients ont une demande absolument forte. Et donc, cette adoption, elle fonctionne beaucoup plus vite et les gains deviennent beaucoup plus rapidement clairs. Et il devient absolument évident maintenant pour tout le monde que l'accompagnement dans ma vie réelle est le sujet essentiel pour que j'aille mieux quand je suis atteint d'une maladie chronique, quelle qu'elle soit. Ça peut être de l'apnée du sommeil, ça peut être des problèmes aux genoux, ça peut être des risques cardiovasculaires, etc. Et cet accompagnement par les données, il nécessite d'inventer une nouvelle façon d'associer le médecin. C'est pour ça que la mission que WeThink s'est donnée, c'est d'être celui qui va chercher de la donnée de qualité clinique dans la vie quotidienne de la personne et qui les met à destination du corps médical dans une forme qui va lui être acceptable. Alors bien sûr, il y a ce problème de la sécurisation des données, mais encore une fois, pour ceux qui sont atteints d'une maladie, le problème ne se pose plus. Parce que tout le monde comprend que la sécurisation des données, d'abord, il y a des normes pour ça. Il y a le système d'hébergement de données de santé. Justement, par exemple, WeThink est en audit aujourd'hui pour son renouvellement de cette norme, comme tous les ans. Ensuite, il y a une évolution constante. On sait que c'est une chasse, c'est comme l'automobile, comme dans tous les sujets. On va toujours vers plus de sécurité, et donc c'est un travail sans fin. Mais surtout, l'importance de ces données se fait sentir extrêmement rapidement. Là où il y a encore énormément de travail, c'est comment en fait on associe le corps médical à ça. Et vous savez, au début, il y a eu un certain nombre de médecins qui ont eu très peur en disant oula, moi toutes ces données, ça va changer mon métier, je vais passer ma vie devant des données, etc. Et Eric Topol, qui est un médecin américain assez connu, assez médiatique, a écrit un bouquin là-dessus en disant mais finalement, vous médecin généraliste, c'est le contraire qui va se passer. Vous allez retrouver grâce aux données votre vrai métier, qui est votre métier d'accompagner les patients. Le médecin généraliste, c'est pas l'urgentiste, c'est pas le chirurgien qui va faire une opération du cœur. C'est quelqu'un qui connaît la personne, qui la suit et qui suit ses évolutions. Et là, il va pouvoir vraiment faire son travail parce qu'il aura de la vraie information. C'est pas en recevant 10 minutes un patient une fois tous les 6 mois parce qu'il est atteint d'hypertension que vous pouvez vraiment l'accompagner. Mais par contre, si vous voyez sa courbe, si vous voyez un certain nombre de pics, vous pouvez discuter avec lui en disant mais tiens, au mois d'août, là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as bu un peu plus de bière ou est-ce que voilà, il y a eu des choses positives ou des choses négatives? Là, vous pouvez créer un accompagnement. L'autre obstacle qu'il va falloir lever, c'est celui de la fracture numérique, parce qu'on oublie souvent qu'en France, par exemple, on a 13 millions de personnes, environ 20% de la population, qui sont éloignées des outils numériques, particulièrement dans des populations précaires, chez les seniors aussi. Donc là aussi, il y a de nouvelles interfaces à inventer. On voit aussi d'ailleurs à quel point
parmi ces quelques effets bénéfiques, la pandémie, par exemple, a donné évidemment un coup d'accélération à la télémédecine, enfin en tout cas à la téléconsultation. Là aussi, les solutions existent, hein. Oui, alors c'est pour ça que là, on a annoncé, nous, il y a, je sais plus, quelques mois, des produits maintenant qui sont cellulaires. C'est-à-dire que vous les livrez, ils sont déjà fonctionnels. Il n'y a pas d'installation à faire. Ah oui, ça ne dépend plus de la box de la maison qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça ne dépend plus de la box, du fait que vous ayez réussi votre installation Wi-Fi ou votre installation BLE sur votre smartphone. Même si vous n'avez pas de smartphone, vous vous pesez, ça remonte. Vous prenez votre tension, ça remonte. Et du coup, ça nécessite de créer en fait des plateformes assez complexes, hein, qu'on appelle des systèmes de remote patient monitoring, de suivi de patients à distance par le médecin, où un médecin va pouvoir embarquer un nouveau patient dans le suivi, lui faire expédier automatiquement un PES-Personne, et donc il faut savoir que ce PES-Personne, il a un numéro particulier, il est expédié à la bonne personne, que ça vienne sur l'interface du médecin et qu'il puisse à partir de ce moment-là suivre les données de ce patient. Et tout ça, en fait, participe de cet élargissement d'accès de ces objets à un nombre de patients de plus en plus large. Mais en fait, pour être très, très direct, c'est aujourd'hui très poussé par les États-Unis. Les États-Unis très, très curieusement ont un système de santé qui est moins efficace que le nôtre en termes financiers et qui apporte une moins bonne qualité de soins que le nôtre. Mais du coup, ils ont pris le problème à bras-le-corps et ils avancent très, très vite. Et il faut se souvenir que des sociétés comme Apple, Tim Cook a dit on se souviendra plus d'Apple pour la santé que pour la technologie. Et donc, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer, auquel nous, on participe. Hein. C'est pour ça qu'on est très actifs en ce moment aux États-Unis sur cette transformation-là. Et moi, ce que je dis régulièrement aux personnes du ministère de la Santé, etc., c'est dépêchons-nous, parce que sinon, ce sont les Américains qui vont venir vers nous avec des solutions en disant voilà, tu me fais un chèque de 5 milliards, je te fais économiser 10 milliards, et on les adaptera parce qu'on aura besoin de s'économiser ces 10 milliards. Et donc, je crois qu'il est très important que notre système de soins se mette en branle très rapidement maintenant, surtout après le Covid, sur ces systèmes-là. Alors, vous posiez la question de l'assurantiel. On parlait de téléconsultation. Il y a un service pour les assurés qui s'appelle Bonjour Docteur, qui permet de faire des consultations à distance. Il y a aussi une plateforme d'aide et d'orientation qui s'appelle Angel, que ce soit en ligne ou au téléphone, qui permet à des assurés de poser des questions sur leur santé. Mais ça pourrait évidemment aller plus loin demain. À terme, quel rôle vous voyez dans la santé connectée pour les mutuelles, les assureurs et le reste ? Est-ce que c'est pas ce troisième homme, pas entre le patient et le praticien, mais au moins un nouveau référent qui, lui, va pouvoir étudier vos données sur le long terme ? Parce qu'il y a aussi un intérêt immédiat. Oui, alors, oui, c'est ça. Il y a un intérêt absolument essentiel à ce suivi sur le long terme. Le mot long terme est absolument essentiel dans la santé. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'urgence, il faut faire de l'urgence dans un certain nombre de cas, mais si on veut vraiment améliorer la santé des gens, il faut faire du long terme. Et dans ce long terme, effectivement, aujourd'hui, c'est une des difficultés du système français, c'est qu'on a, encore une fois, la CNAM et les mutuelles au-dessus. Et les mutuelles, elles prennent, alors je ne sais pas les chiffres exacts, mais entre 20 et 25% du coût des soins. Et du coup, elles ont du mal toutes seules à porter l'ensemble des coûts associés à ces nouveaux systèmes type objets connectés, parce qu'elles ne bénéficient que partiellement des bénéfices qui en tireraient. Et donc, nous, on jongle. Moi, j'ai passé des journées à jongler entre aller voir des mutuelles et aller voir la CNAM, et je continue de le faire. Et je dois dire que je n'ai pas la solution. Et donc, je serais très heureux que un jour, il y ait des compagnies comme AXA, des gens de la CNAM et des gens comme nous qui essayons de se mettre autour d'une table en se disant comment on va sortir un peu de ce blocage, parce que il y a un bénéfice qui est maintenant reconnu par tout le monde. Simplement, il y a des histoires un peu de gros sous à droite, à gauche, ou qui en tirent les bénéfices et qui met l'argent sur la table, qui nous bloquent un petit peu pour déployer ça beaucoup plus rapidement. Bien, donc l'histoire n'est pas terminée. Merci beaucoup, Éric Carrel. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne ? On est un peu sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, sur notre site web, bien sûr. À partir du mot-clé WeThings, vous trouverez notre présence sur beaucoup de réseaux sociaux. Merci infiniment, c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis, en bonne ou en moins bonne santé. Par exemple, à ceux qui manquent un peu de motivation à se suivre sur le long terme. Et évidemment, venez déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.